Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Ce mercredi s'est tenu un conseil des ministres au cours duquel plusieurs décisions ont été prises, notamment la création d'une section antiterroriste au tribunal de première instance d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara s'est également prononcé sur la gestion des entreprises publiques dans une adresse spéciale. Les travaux de construction du BRT, la ligne de bus rapide transit ont été lancés aujourd'hui à Bingerville. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Il avait à ses côtés le ministre des Transports Amadou Koné, le vice-président de la Banque mondiale et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Il y a eu 2 cas de suicide en seulement 48 heures. 2 personnes se sont donné la mort hier et aujourd'hui à Abidjan. Et selon le résultat d'une étude de l'unité de médecine légale du CHU de Trècheville, la Côte d'Ivoire a le 3e taux de suicide le plus élevé en Afrique. Mais quelle est la cause véritable de ces suicides? Ce soir, la rédaction de RTI1 jettera une lucarne sur ce mal. Enfin, en France, plus de 3 jours après les résultats législatifs, le président Emmanuel Macron veut une majorité solide à l'Assemblée nationale avant de désigner un nouveau Premier ministre. Il a fait cette demande à l'ensemble des forces politiques françaises, se reconnaissant dans les institutions républicaines. Soyez les bienvenus sur RTI1. On commence tout de suite par le Conseil des ministres tenu ce mercredi 10 juillet. Sous la houlette du président de la République, le Conseil a notamment acté la création d'une section antiterroriste au tribunal de première instance d'Abidjan. Et lors de ce conseil, le président Alassane Ouattara a fait une adresse spéciale. Il s'est prononcé sur la gestion des entreprises publiques. Le reportage de Mama Traoré. Le dispositif national de lutte contre le terrorisme se renforce. Bientôt, le tribunal de première instance d'Abidjan sera doté d'une section antiterroriste. Ainsi en a décidé par décret le Conseil des ministres de ce 10 juillet, présidé par le chef de l'État. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan. Cette section est créée en remplacement de la cellule spéciale d'enquête, d'instruction et de lutte contre le terrorisme. Cette section antiterroriste comprend une formation d'enquête et de poursuite, une formation d'instruction et une chambre de jugement renforcée et réaménagée au mieux en vue de prévenir et de lutter efficacement contre le terrorisme et les infractions connexes sur l'ensemble du territoire national. Au-delà des actes de terrorisme et ceux ayant un lien avec le terrorisme, le décret étend, conformément au Code de procédure pénale, la compétence de la section antiterroriste aux faits d'une particulière gravité autre que les actes de terrorisme, notamment les faits portant sur la criminalité organisée. À quelques semaines de la prochaine campagne de commercialisation du café et du cacao, les exportateurs nationaux ne pouvaient pas demander mieux. Pour les 4 prochaines saisons, le gouvernement consent à leur accorder une subvention. Cette subvention est accordée aux exportateurs nationaux de café et de cacao pour les 4 prochaines campagnes, à savoir les campagnes de 2023 à 2024, 2024-2025, 2025-2026 et 2026-2027. Prise conformément à l'ordonnance du 28 décembre 2011 fixant les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao et à la régulation de la filière café-cacao, cette mesure vise à promouvoir l'émergence de champions nationaux dans les différents secteurs de l'économie du café et du cacao et à assurer durablement leur compétitivité sur le marché national et international. Toujours, concernant le secteur agricole, il sera bientôt lancé d'ici fin juillet le programme national de renforcement de la sécurité foncière rurale, Presfort. Le Presfort vise à étendre la numérisation de la gestion foncière rurale coutumière de façon à clarifier les droits fonciers ruraux dans 3 322 villages
et a délivré 500 000 certificats fonciers en vue de sécuriser 5 millions d'hectares de terres rurales. À terme, ce projet de renforcement de la sécurité foncière rurale permettra d'assurer la prévention et le règlement durable des conflits fonciers ruraux, d'améliorer la gestion des sols et des ressources naturelles, mais également de créer des emplois pérennes en favorisant la signature d'environ 500 000 contrats agraires entre les propriétaires terriens et les exploitants non propriétaires. Le coût global de la mise en œuvre du programme est estimé à 132 milliards de francs CFA pour une période allant de 2024 à 2028. Une autre mesure prise par décret lors de ce conseil instaure le numéro d'immatriculation de la couverture maladie universelle CMU comme principal identifiant des usagers dans les établissements sanitaires publics ou privés. Ce décret vise à assurer l'uniformité et la sécurité des soins durant le parcours thérapeutique des usagers dans les différents systèmes d'information des établissements sanitaires, qu'ils soient publics ou privés. Ainsi, le numéro d'immatriculation de la CMU remplace tout autre numéro utilisé dans les établissements sanitaires publics et privés pour la constitution du dossier du patient, sa prise en charge et le référencement des données sur la santé de ce patient dans le système d'information hospitalier. Les usagers et les établissements sanitaires disposent d'un délai de 24 mois pour se conformer à ces dispositions. Dans une adresse spéciale tenue à la fin de ce conseil, le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur la nécessité pour le gouvernement de veiller à une meilleure gestion des entreprises publiques. D'une façon générale, le chef de l'État a tenu à saluer les progrès qui ont été réalisés de façon globale dans ces entreprises et qui ont permis une amélioration de leur chiffre d'affaires et une augmentation de leurs résultats nets. Cependant, le chef de l'État a tenu à rappeler qu'il avait instruit Monsieur le vice-président de regarder de façon plus accrue la gestion donc des entreprises publiques. Conformément à cette instruction, des contrôles et audits ont été diligentés et ont révélé des dysfonctionnements et des problèmes de gestion et de gouvernance dans certaines entreprises publiques. Suite aux premières constatations issues de ces contrôles, le chef de l'État a décidé de relever de leurs fonctions respectives le directeur général du Conseil Coton-Anacarde et le directeur général de la radio-télédiffusion ivoirienne. Les conseils d'administration de ces deux structures se réuniront respectivement pour désigner les intérimaires à ces deux directeurs généraux. À la fin de son adresse, le chef de l'État a engagé la responsabilité de chaque ministre dans la gestion des entreprises sous sa tutelle, en raison de leur présence à travers des mandants dans les différents conseils d'administration ou de gestion de ces différentes entreprises publiques. Le prochain Conseil des ministres est prévu se tenir le 1er août prochain. D'ici là, le Premier ministre Robert Begré-Mambé ira représenter le président Alassane Ouattara du 24 au 29 juillet prochain aux Jeux olympiques de Paris. Voilà, et on évoque également dans ce mode de transport révolutionnaire. Il s'agit du BRT qui assurera un service de qualité, rapide, fréquent et confortable. Les travaux de construction du BRT, la ligne de bus rapide transit, ont été lancés ce mercredi à Bingerville et le premier coup de pioche a été donné par le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Il avait à ses côtés, vous allez le voir, les ministres des Transports, le vice-président de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Abdoulaye Koné.
C'est un coup de pioche symbolique qui rend davantage fiers les populations de la commune de Bingerville, une cité en plein essor, et son premier magistrat qui se réjouit du lancement de ces travaux. Tous ces projets structurants et socio-économiques dont nous sommes bénéficiaires depuis la cession à la magistrature suprême de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, qui contribuent au rayonnement de notre commune et de l'attractivité territoriale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, conscient de l'accélération de la transformation spatiale et qualitative de notre circonscription administrative grâce au leadership du chef de l'État, la population de Bingerville, par ma voix, vous prie de bien vouloir traduire au premier magistrat de notre pays notre infinie reconnaissance et nos sincères remerciements. Avec le BRT, le trajet de Bingerville à Yopougon se fera en 45 minutes. C'est la promesse de cet ambitieux projet. Entré en vigueur le 13 février 2020 avec un montant initial de 234,6 milliards de francs CFA consacré à la réalisation des infrastructures, le projet attend à terme une contribution d'environ 76,9 milliards de francs CFA du secteur privé pour le financement de l'exploitation de la ligne, notamment le matériel roulant et la viatique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, le BRT dont nous lançons aujourd'hui les travaux comporte deux principales sections décrites comme suite. La section 1, Yopougon-Adjamé, empruntant l'axe du 4e pont qui vient d'être achevé. La section 2, Adjamé-Cocody-Bingerville, empruntant principalement le boulevard Mitterrand. Ses principales caractéristiques sont les suivantes. Un système fermé de 20 km de couloirs de BRT sur voie réservée avec un réseau de rabattement qui entraînera un gain de temps appréciable. Une chaussée en béton armé continue pour réduire les coûts d'entretien. 21 stations avec un dépôt à chaque extrémité de la ligne, ce qui réduira le nombre d'arrêts et augmentera la vitesse commerciale. Des stations fermées avec un système de biétique automatique, paiement avant l'embarquement, donc des gains de temps. La flotte sera composée de bus articulés de 18 mètres avec une capacité de 160 passagers, ce qui accroîtra le nombre de passagers transportés. Des bus électriques pour prendre en compte les questions environnementales. Et enfin, une fréquentation journalière de 500 000 passagers qui augmentera l'offre publique de transport. Le projet s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'améliorer la mobilité urbaine à Abidjan, réduisant les temps de trajet et la congestion. L'AFD a accordé un prêt de 150 millions d'euros pour sa réalisation, soit près de 99 milliards de francs CFA. La première pierre posée ce jour inaugure donc une évolution majeure de l'offre de transport en commun pour les habitants d'Abidjan. Et je suis convaincu que cela changera très positivement leur vie quotidienne. À ce jour, les estimations tablent, si l'on en croit les experts, sur 300 000 usagers. Mais je viens de voir dans le film, en fait, 500 000 qui devraient emprunter chaque jour ce nouveau mode de transport et qui verront leur vie quotidienne facilitée par le BRT. Mais je pense, connaissant le poids du budget transport dans l'économie des ménages, que c'est bien plus que les 300 000 usagers du BRT qui en tireront un bénéfice. Je me réjouis également que la Banque mondiale et la France, à travers l'AFD, aient travaillé de concert pour répondre à cette priorité de la Côte d'Ivoire et réaliser cette infrastructure majeure. Un apport tout aussi important de la Banque mondiale qui accompagne la Côte d'Ivoire dans tous ses projets de développement. Plusieurs BRT ont été menés à bien en Afrique et dans le monde. Et nous espérons que ce BRT à Abidjan sera un des meilleurs pour faciliter les déplacements des populations vers leur lieu de travail, à l'école et vers tous les secteurs qui produisent les services essentiels et qui permettent aux populations d'avoir accès ainsi
à ces populations avec un temps moindre et avec des coûts progressivement réduits. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chers invités, avec une population qui devrait atteindre au moins 6 millions d'habitants d'ici 2030, Abidjan a besoin d'un système de transport robuste, capable de répondre à la demande de plus en plus croissante. Et le BRT que nous finançons aura un impact économique majeur pour les Abidjanais. Nul besoin de souligner que le projet viendra améliorer significativement le paysage de la ville d'Abidjan. Le chef du gouvernement a salué le leadership du président Alassane Ouattara. L'offre de transport est un facteur clé d'attractivité ou de perte d'opportunités. Il n'est donc pas étonnant que ce secteur soit l'objet d'attention des plus hautes autorités du pays, avec à sa tête ce grand bâtisseur qui aujourd'hui a la reconnaissance de toute la nation ivoirienne. Nous sommes en effet réunis pour le lancement et la pose de la première pierre des travaux de construction du corridor des bus Rapid Transit, BRT, reliant Yopougon à Bingerville. Un projet ambitieux qui transformera notre paysage urbain et va améliorer considérablement la qualité de vie de nos populations. Je voudrais donc ici et solennellement exprimer ma gratitude et mon admiration au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour sa vision et son engagement indéfectible en faveur du développement durable et inclusif de notre nation. Grâce à son leadership éclairé, des projets d'infrastructures innovants comme celui-ci deviennent une réalité. Grâce à tous ces investissements, le secteur productif monte continuellement en puissance pour soutenir la dynamique de croissance économique de la Côte d'Ivoire, ce qui lui vaut d'être aujourd'hui parmi les 10 premières économies africaines. Je voudrais à ce propos engager tous les acteurs à faire preuve d'une grande responsabilité et de professionnalisme afin que les délais annoncés soient respectés. Honorables invités, mesdames et messieurs, la mise en œuvre du BRT Yopougon-Bingerville symbolise l'engagement du gouvernement ivoirien avec le conseil du président Alassane Ouattara à bâtir une Côte d'Ivoire moderne, une Côte d'Ivoire sérieuse et une Côte d'Ivoire prospère. Une présentation du schéma synoptique du projet a mis fin à la cérémonie. Voilà, le BRT, le bus rapide transit, c'est un service de qualité, rapide, fréquent, confortable, avec une grande capacité. C'était le reportage d'Abdoulaye Koné. Nous partons maintenant pour Montréal, au Canada, où la présidente du Sénat, Kandia Camara, prend part à la 49e Assemblée parlementaire de la francophonie. Et en marge de la rencontre, elle a échangé avec son homologue de Madagascar. Divers sujets ont été évoqués, notamment la coopération parlementaire et le projet d'une union des Sénats d'Afrique. Envoyé spécial au Canada, Kader Sogodogo. Poignée de main entre Kandia Kamisuko Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, et Richard Valomanana, son homologue de Madagascar. Les deux personnalités échangent autour d'un projet porté par la Côte d'Ivoire, une sorte de réseau des Sénats d'Afrique, un cadre idéal de coopération parlementaire. Des échanges qui témoignent des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et Madagascar. Nous avons profité de l'occasion pour parler des relations excellentes entre nos deux pays, entre nos deux chefs d'État. J'ai évoqué avec M. le Président le souvenir de la visite mémorable que le président de Madagascar
a effectué en Côte d'Ivoire en 2023. Et nous avons profité de l'occasion aussi pour parler d'un projet. Un projet porté par le Sénat de Côte d'Ivoire et d'autres Sénats. C'est une très bonne initiative de mettre en place un groupe d'amitié ou une association ou autre là, Sénat de l'Afrique. Parce qu'on en a vraiment besoin. Surtout pour moi, de défendre une bonne image du Sénat de Madagascar, parce qu'il y a chez nous la Chambre basse, l'Assemblée nationale, et la Chambre haute, le Sénat. Mais ça ne me convient pas parfois le comportement dans les chambres là, parce que moi je considère que quand on est sénateur, on est déjà vraiment des adultes, des sages. On ne se soucie que pour l'intérêt supérieur de la nation. Parfois, on pourrait se décaler même du parti politique si ça ne convient pas à l'intérêt supérieur de la nation. On essaie de rester solidaire dans la mesure du possible, de soutenir dans la mesure du possible l'exécutif pour le développement du pays. Après l'Assemblée parlementaire francophone à Montréal, au Canada, Kandia Kamisoko Kamara est attendu à Paris et Strasbourg en France, toujours pour le rayonnement du Sénat de Côte d'Ivoire. Voilà, et sur place ici en Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante ratisse large le terrain pour sensibiliser, informer les populations sur le processus électoral en vue des élections apaisées. La campagne d'éducation civique électorale touche toutes les couches de la société. Le président de la CEI était aujourd'hui à l'INS, comme vous le voyez sur ces images. C'était à l'école normale supérieure. Face aux étudiants, Ibrahim Koulibaly-Kubien a tout dit sur la matière électorale, le reportage de Sidonie Davila dans nos prochaines éditions. C'est une situation qui inquiète de plus en plus. 2 cas de suicide ont été enregistrés en seulement 48 heures à Abidjan. 2 personnes se sont donné la mort hier et aujourd'hui. Et selon le résultat d'une étude de l'unité de médecine légale du CHU de Treichville, la Côte d'Ivoire, notre pays, a le 3e taux de suicide le plus élevé en Afrique. Mais quelle est la cause véritable de ces suicides? Pourquoi ces personnes décident-elles de se donner la mort? Comment expliquer la recrudescence d'un tel phénomène? La situation inquiète, je l'ai dit, ce soir donc, la rédaction de RTI 1 jette une lucarne sur ce mal pour en comprendre les raisons et la grande enquête a été menée pour vous par Victorine Yaoyoboué. Figée par la douleur, Madame Manizan n'en revient toujours pas 24 heures après la tragédie. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Mon mari ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Seulement, je m'en vais au champ. Je viens m'arrêter. C'est tout. Qu'est-ce qui a poussé Manizan, du haut de ses 60 ans et père de 4 enfants, au suicide? J'ai dit, je suis passée. Donc, il avait garé sa moto. Il était couché sur la moto. Et ça, il dit, ah, tonton, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. Ma tante a déposé manger. Il a assis là, et puis il fait... Les populations de Sankadiokro sous le choc, ne sachant pourquoi le sexagénaire a décidé de mettre fin à ses jours. Accompagné d'autres hommes, son meilleur ami, nous conduit sur les lieux du drame, au bord du chemin menant au champ du défunt. Je suis son ami, son frère. Chaque soir, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Lundi matin à 7h, il m'a appelé. Il m'a dit, ah frère, que je dois aller au campement, que je viens demain mardi soir. À ma grande surprise, le mardi matin, les gens ont commencé à donner la nouvelle qu'il s'est suicidé. Il dit non, qu'il ne peut pas se suicider, que peut-être, comme il est en forme, peut-être la tension, il a la tension et puis la diabète. Donc je pense que, j'ai dit que non, peut-être c'est la tension, peut-être qu'il a fait tomber, qu'il n'est pas mort. Manizan a environ 20 hectares de cacao, de café, d'EVA, du manioc. Cela n'a pas suffi. La visite du champ n'est pas encore terminée que nos guides sont demandés d'urgence au village. Un autre homme menace de se suicider. En moins d'une semaine, ce qui se passe à Sankadiokro, nous nous posons des questions. Sur le chemin du retour, le secrétaire du chef de Sankadiokro a la présence d'esprit d'informer les forces de l'ordre. On m'appelle pour dire qu'il y a quelqu'un qui veut se suicider encore. Donc si vous êtes au moins 3, un n'a qu'à aller. Après moult interrogations, le concerné donne enfin les raisons de son acte désespéré.
Chef, je suis fatigué. J'ai été convoqué à Yakassé parce que je cultive cette parcelle. Ça, cette année, il m'a convoqué. Pour dire quoi? Que j'ai volé sa terre. Mon papa m'a informé. Le village m'a informé. Mais comme je suis 34 ans, aujourd'hui tu viens me dire, et il m'a convoqué à 35 000 francs. Je suis quelqu'un, à tout moment je tombe malade. Je n'ai pas d'argent. Maman, c'est trop. Je suis fatigué. Ces deux faits ne sont pas des cas isolés à Sankadiokro. Et cela commence à faire jaser. Nous-mêmes, on cherche aussi à savoir. Parce qu'on ne peut pas. Aujourd'hui, toute chose se passe en Afrique, on parle de sorciers. Pour mettre fin au suicide à Sankadiokro, le chef de village fait appel aux man. Peut-être c'est des sacrifices qu'on va faire. On va appeler les communs, puis bon, ils vont danser, puis on verra bien ce qui ne va pas. Chargé de veiller au bien-être spirituel de ses fidèles, l'Église catholique de Sankadiokro initie une cérémonie de purification quelques semaines après le rituel traditionnel. Nous avons pu désarmer 2 personnes qui se sont confiées à nous, qui étaient sur le point de se suicider. J'ai voulu que le Christ visite ce village, purifie ce village de tout esprit mauvais, de tout esprit satanique. Vu sous cet angle, on pourrait penser que le suicide n'est que la conséquence d'un mauvais sort. Pourtant, les spécialistes de la santé, eux, affirment que la crise suicidaire est une pathologie comme les autres maladies. Lorsque la personne qui est habituellement au contact de toute sa communauté, ses amis, commence à se retirer pour rester seule, lorsque la personne a des crises de larmes inexpliquées, se sent très fatiguée, malgré un sommeil réparateur, la personne n'a pas d'appétit. Ce sont des comportements qui doivent nous alerter, qui doivent nous faire savoir que la personne est en détresse psychologique. Lorsque son entourage a remarqué cela, son entourage peut l'amener à aller voir un thérapeute. Et lorsque le thérapeute le prend en charge très rapidement, en général, nous avons de très bons résultats. Autant le psychiatre se charge du traitement curatif des maladies mentales, autant le psychologue veille au bien-être émotionnel et mental des patients afin de prévenir le mal. J'ai reçu personnellement une suicidante. L'adolescente suicidante, au cours de nos entretiens, nous a révélé qu'elle est passée à l'acte parce qu'elle n'en pouvait plus suite à des disputes avec sa tante. Mais aujourd'hui, elle se porte très bien et elle m'a même marqué son regret. Elle m'a dit, loin d'elle, cette idée de suicide. C'était ses derniers mots lorsqu'on se séparait. Face à la recrudescence des cas de suicide, l'intégration de psychologues dans les hôpitaux publics est plus que nécessaire. Il va avoir la mise en place de centres spécialisés dans les 33 régions sanitaires et donc dans les 112 districts sanitaires à l'effet de former les infirmiers généralistes, les sages-femmes généralistes, les médecins généralistes, des travailleurs sociaux avec les hommes de médias, avec les religieux, avec les communautés, avec les ONG, avec les familles, que nous pourrons mieux sensibiliser, lever les tabous, briser le silence. La Côte d'Ivoire ayant le 3e taux de suicide le plus élevé en Afrique, selon une étude de l'unité de médecine légale du CHU de Treichville, les praticiens reconnaissent toutefois que la prise en charge médicale n'est pas une panacée si l'environnement social des malades ne s'améliore pas. Avis partagé par les sociologues. Se donner la mort, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'individu, mais c'est une responsabilité collective. Parce que celui qui se donne la mort, c'est en pensant au jugement que la société lui fait, parce qu'il sait que sur cette échelle de valeur, on ne peut pas le tolérer. Et donc tout le monde n'a pas les moyens pour pouvoir tenir face à cette risée, face à cette pression sociale qui s'exerce. Nous sommes en période de fin d'année. J'invite les parents à ne pas conditionner leur amour à ce résultat scolaire. Conditionner leur amour par la réussite scolaire les amène à se replier sur eux-mêmes en cas d'échec scolaire. Ça veut dire que les enfants vont se sentir inutiles. Alors, ça ouvre la porte à la dépression. 23 cas de suicide par an en moyenne sur plus d'une décennie en Côte d'Ivoire. Loin d'être pessimiste, population, croyants, spécialistes de la santé, sociologues, tous
invite au resserrement des liens familiaux qu'il considère comme un véritable bouclier contre le désespoir. Voilà, la vie est sacrée, il faut donc la préserver. Il y a urgence, il faut agir face à la recrudescence des cas de suicide. C'était la grande enquête réalisée pour vous par Victorine Yaoyoboué. La Côte d'Ivoire aura bientôt son premier musée archéologique. Il sera bâti sur le site du projet d'aménagement hydroélectrique de Sengropo à Ouati, c'est dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Et la première pierre marquant le début des travaux a été posée par la ministre de la Culture. Elle avait à ses côtés les ministres Pierre Demba, Kofi Nguessan et l'ambassadrice de Suisse dans notre pays. On en sait plus avec notre reporter Ali Diomandi. Sur ce site de 7000 m², dans le périmètre du projet d'aménagement hydroélectrique de Sengropo à Ouati, sortira bientôt de terre le premier musée archéologique de Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture Françoise Remac donne le top départ des travaux de construction. Cofinancé par l'ambassade de Suisse et Ivoire Hydroénergie, ce musée accueillera des pièces retraçant l'histoire de la Côte d'Ivoire du Paléolithique jusqu'à l'époque coloniale. Un privilège pour la région de l'Agnébi-Tiassa d'abriter cet édifice mémoire. Je pense que ce centre archéologique qui va être construit ici va non seulement conserver les vestiges de notre beau patrimoine, mais également servir donc de levier pour le tourisme de notre région. Et je suis vraiment heureux que cela puisse se concrétiser. C'est un projet que chérissaient donc nos parents depuis des années. La Suisse a choisi la Côte d'Ivoire parce qu'il y a énormément de sites archéologiques qui regorgent d'objets, comme on vient de voir tout à l'heure, dont on a reçu l'enseignement. Et puis dans la foulée, on va négocier un accord bilatéral de restitution et de préservation des biens culturels entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, ce qui me réjouit beaucoup. Riche de son patrimoine traditionnel et touristique, la nation ivoirienne renforcera son positionnement culturel dans la sous-région avec la naissance de ce musée archéologique. Il sera d'ailleurs l'un des premiers du genre en Afrique de l'Ouest. Ce musée aura un impact incontestable dans la région. Il va renforcer son attractivité, sa visibilité et va générer des emplois, en particulier pour les jeunes. Nous avons le devoir de faire de ce musée un lieu de mémoire, de recherche, de rencontres culturelles, d'échanges et de partage de connaissances. Fort de sa contribution à la valorisation de la culture ivoirienne, l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire a été élevée au rang de reine et baptisée Nana Api II. Anne Lugon-Moulin est en fin de mission diplomatique en Côte d'Ivoire après 5 années de service. Alors, on évoque aussi la succession dans le royaume baoulé. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels prône la paix pour la succession dans le royaume baoulé à Sakassou, dans la région de Béké, et ce depuis le décès de la reine Akwa Boni II en juillet 2023. On en sait plus avec notre reporter Jean-Marc Kagui. Le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, CNRCT, est en conclave. Le royaume baoulé à Sakassou subit une crise de succession depuis plus d'une année. Le rôle de cette institution de la République, invitée à la rescousse, est contesté par ses détracteurs depuis l'accession au trône de la défunte Akwa Boni II, ex-reine des Baoulés. Sa Majesté Amon Tanoé, président du CNRCT, justifie sa position. À Sakassou, lors des obsèques de Sa Majesté Nana Kwaku Anongbole III, roi des Baoulés, en présence de leurs excellences le président Kona Henri Bédié et Alassane Ouattara, le monde entier a appris par la voix du Conseil du Royaume baoulé que le peuple baoulé a une nouvelle reine, ce qui signifie que c'est elle qui a réalisé la Tchouin. Sur cette base, la reine Ngatano Monique sera nommée membre du directoire de la CNRCT par décret, au titre d'une des 2 places exclusivement réservées aux rois ou reines. La Chambre nationale des rois et chefs traditionnels affiche son soutien à la reine Ngatano Monique, légalement désignée. Dès lors, c'est en cette qualité de reine qu'elle a travaillé officiellement avec responsabilité jusqu'en 2023 avec tous les autres membres du directoire de la CNRCT. Le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite les populations du royaume baoulé et de Sakassou à la cohésion sociale et à l'unité nationale.
Voilà, et on va terminer par la France. 3 jours après les résultats législatifs, le président Emmanuel Macron veut une majorité solide à l'Assemblée nationale avant de désigner un nouveau Premier ministre. Il a fait cette demande à l'ensemble des forces politiques françaises se reconnaissant dans les institutions républicaines. Le président français a assuré qu'il décidera de la nomination donc du Premier ministre lorsque les forces politiques auront bâti des compromis. Voilà, on se quitte ici et on se dit à demain. Merci de nous avoir suivis. Promouvons la paix et la solidarité autour de nous. À demain avec le bonheur.